On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Philippe Tesson, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et ce malade qui est Jérôme Bonaldi. Mais vous êtes fou, Jérôme. Je crois qu'on a eu... Il est toujours en manque. Hein. On a eu rarement aussi peu de personnes dans le public et rarement autant de cris. C'est d'ailleurs avec Mustapha, on va s'installer dans le public, tu vois. Mais voilà comment on fait dans les meetings en fait en ce moment. C'est facile d'organiser une claque, n'est-ce pas? On devrait vous engager, Jérôme Bonaldi, je sais pas, à l'UMP. C'est le nouvel Olivier Styrne. Ah oui. Oui, c'est vrai. L'andouille de Vire. Vous auriez mieux fait de savoir qui était Grimald White hier, hein, parce que je ne vous dis pas le nombre de mails. Ah, mais on connaissait. Attends, mais Mustapha connaît par cœur Grimald White, ça fait comment déjà? Jolie bouteille, sacrée bouteille. Voilà. Connaissiez-vous Philippe Tesson? On connaît que ça. Philippe, voyons. Mais c'est étonnant, Grimald j'ai été Wright. percé par Il Grimald vient Wright. d'avoir 80 ans. Il n'est pas anglais, mais il est néo-zélandais. Ah bah c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé. Mais il aurait pu nous le dire hier, puisqu'on l'a eu au téléphone. Oui, c'est en plus, on lui a dit 4 fois, vous avez un accent anglais, vous avez pas perdu votre accent. Peut-être qu'il comprend pas non plus le français, mais enfin. Peut-être que c'était pas lui. Il a 80 ans, c'est pourquoi on en a parlé hier. Ça faisait Un partie. débutant. Bah, je devrais le connaître, alors. Je l'ai connu autrefois. J'ai oublié, on a oublié tous les deux. Xavier m'envoie un mail. Nous avons eu la chance d'accueillir pour 4 soirs complets de concerts à Créon, à côté de Bordeaux, un homme formidable, généreux sur scène et en coulisses. 80 ans, mais debout sur scène avec sa guitare et ses 2 musiciens pendant plus de 2 heures. On est compte un peu? Voilà, bah. Ouais, bah, je fais bien 2 heures ici. J'ai pas de Il est guitare, assis. j'ai pas de guitare. Mais tu es assis. Vous êtes assis et vous n'avez pas 80 ans, Philippe Tesson. Merci, Laurent. Vous devriez le savoir. Pourtant. Non, mais vous les avez pas, enfin, franchement. Dans quelques mois. C'est pas vrai. Ouais. Ça, alors. Quand ça que nous fêtions cela. Bravo. Ah non, s'il y a bien, parce que vous faites plus jeune que Claude Sarraute, je trouve. Qui a 80 ans, elle aussi, cette année. Ah bon, je pensais beaucoup plus jeune que moi. Ah non, Claude fête ses 80 ans. Ah, mais c'est vos 80 ans aussi? Ben, si vous venez, on fêtera vos 160 ans à vous deux. J'en reviens pas. Ça, parce que moi, ça m'impressionne, 80 ans. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est la beauté. Mais c'est de ça cet qui est fou. homme. Philippe, je pense que tu vas pécho avant la fin de l'émission. Déjà, on va voir si vous êtes suffisamment vifs les uns et les autres pour répondre à ces quelques questions que j'ai préparées. Par exemple, hier, on a appris qu'il portait le numéro 914 600. De qui s'agit-il? Grimald White? Non. Il est corse. Il est corse et... Eh oui, et on l'accuse d'avoir tué un préfet. C'est Erignac, c'est... Yvan Baptisti. Non, c'est... Yvan Colonna. Bonne réponse de Christine O'Krent. Et enfin, c'est Jérôme qui a trouvé. Ah oui, il avait honnêtement. qu'à être plus rapide aussi. Hein. Pardon. Vous qui êtes corse en plus. Pareil que... Mea culpa. C'est pour ça qu'il voulait même pas donner le nom. pas balancer. Il va faire tirer dessus. Yvan Colonna, matricule 914 600 à Fresnes, plaideur contre Nicolas Sarkozy, mais il semble avoir peu de chance effectivement de gagner pour ce procès où il accuse effectivement le ministre de l'Intérieur de ne pas avoir respecté la présomption d'innocence. Quand Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a annoncé la capture de Colonna, effectivement, il a dit « Nous venons d'arrêter l'assassin du préfet Erignac ». Et 4 fois de suite. Il a dit 4 fois de suite. Il a y compris la semaine dernière. En Suède, on reparle de l'affaire du Toblerone. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Madame Mona Sahlin, qui vient d'être élue à la présidence du Parti travailliste, qui est donc maintenant dans l'opposition, et lorsqu'elle était ministre du gouvernement précédent, on l'avait accusée dans ce pays prude et où l'honnêteté scrupuleuse est d'importance d'avoir payé des bonbons et des chocolats avec une carte de crédit de son ministère. Excellente réponse de Christine O'Krent. En effet, Madame Mona Sahlin, on prononce Sahlin. Oui. Donc, nouvelle présidente du Parti social-démocrate suédois, pourrait diriger le pays en cas de victoire en 2010. Hein, on n'y est pas encore, c'est dans 3 ans. Mais on reparle effectivement de la fois où elle avait dû démissionner du gouvernement parce qu'elle avait acheté, entre autres, un Toblerone. Voilà pourquoi on avait appelé ça l'affaire du Toblerone, parce que c'était symbolique des achats qu'elle avait effectués avec la carte bleue du gouvernement. Pour du Toblerone, c'est quand même con de démissionner, non? C'est-à-dire qu'évidemment, ici en France, ça fait bizarre.
bizarre. Oui. On en est loin. Parce que les frais de bouche, enfin le Toblerone comme c'est vrai frais que de si Chirac, bouche, ça il fait avait un peu bou- léger. C'est vrai que si Chirac il avait bouffé que 3 Twix, ouais, c'est vrai qu'on en parlerait peut-être un peu moins. Ouais. Qui va-t-on voir défiler avec des majorettes dans les jours qui viennent? Est-ce qu'il y a un rapport avec le rugby? Non. En France? En France, monsieur. Tous les candidats. Non. Ça, c'est vrai que parfois, il y a Ce des serait majorettes dans les... drôle. Oui, ça serait drôle. Alors, est-ce qu'il y a un meeting avec des majorettes dans lequel un candidat va se Pas du rendre tout. C'est un homme politique? Non. C'est une femme? Non. C'est Vincent McDoom? Non. Non, ça on aurait dit qui est majorette. Qui va-t-on voir défiler avec des majorettes dans les jours qui viennent? Attendez, les majorettes, c'est celles qui lancent les bâtons, pas les petites voitures. Albert Parce que les Morin. majorettes, c'est aussi ça, les petites... Ah, je reconnais l'œil vicieux de Laurent Ruquier. Bravo, Michalak. J'ai pas la Eh ben, suite. c'est Michalak qui va Ce sont défiler avec les- des petites majorettes. Non, mais c'est les une vraie voiture pour salariés moi. de Semi Majorette qui est malheureusement en dépôt de bilan et ils ont demandé à être protégés, enfin, par la loi sur les Excellente dépôts réponse bilan. de Jérôme Bonaldi. Aidé, il faut bien le dire, par Jérémy Michalak. Alors, vous n'y aviez pas pensé à majorette, Je alors? pensais pas du tout à ça. oui, Michalak roule en majorette. C'est pour ça qu'il il arrive avec à la radio ce J'ai une matin. majorette, mais une Non, non, smart il a majorette. 2 voitures. Il a Matchbox et majorette. Mais c'est vrai, vous rentrez, vous, dans une voiture miniature? Mais bien sûr, sans problème. Par le coffre. Bonaldi, alors, parlez-moi du problème de ce mobilier, alors. C'est la concurrence chinoise. Ils ont encore quelques salariés. C'est une aberration dingue. Enfin, c'est un anachronisme bizarre. Quelques salariés en France. L'essentiel est fait en Chine. Ils étaient spécialistes du rotomoulage. C'est un système qui permet, avec des machines pas très chères, de faire des grosses pièces en plastique. Or, les grosses pièces en plastique, elles se vendent de moins en moins. Tu sais, c'est la ménagère, la petite maison qu'on met dans le jardin. prairie. Et ça marche pas bien. Et majorette, malheureusement, les petites voitures, elles sont concurrencées également par les voitures chinoises. Philippe Tesson, pour l'instant, n'est pas très fort à ce jeu, décidément. Enfin, j'ai été élégant, mais enfin, j'avais trouvé la réponse que Christine a dit. Vous dites ça toutes les semaines. Je l'ai soufflé à Christine, élégant par élégant. Je suis sûr que vous allez vous rattraper avec cette Allez, question. on va voir. Qui vient de perdre son organe lymphoïde iléocécal? Donc, qui s'est cassé la voix, quoi. Alors, je la refais peut-être parce que il vous faut du temps là, ou c'est l'élégance qui vous laisse encore les autres. Christine, Qui vient de perdre son organe lymphoïde iléocécal? Regardez comme il est élégant. Non, là, Alors, on va d'abord essayer de savoir ce que c'est que ce en truc. faisant un peu d'étymologie, d'abord. Alors voilà, C'est une partie de mon corps, n'est-ce pas? bien sûr. Les Enfin, garçons et les l'espère, filles. on l'espère, J'en on suis pas l'espère. certain parce que vous l'avez peut-être perdu vous aussi. Ah, c'est Amélie Mauresmo qui vient de se faire, Circoncire. Non, enlever l'appendicite. Enlever l'appendicite, c'est ça? C'est l'appendicite. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Wow, Philippe Tesson. Wow. Non, je crois que ce jeu est quand même truqué. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il sache ce que c'est. Tu savais comment tu savais Non, ce c'est que de la depuis dilution le temps. pure. Quand Laurent m'a dit, vous l'avez peut-être déjà plus. J'aide de trop en Tu as fait. pensé à ce qu'on t'a enlevé Non, déjà? c'était soit les amygdales, soit l'appendicite. Moi, j'ai pas été opéré de l'appendicite. Vous, Non oui? plus. Non, tout le monde a son appendice? Non, ici pas moi. J'ai perdu mon C'est pour ça qu'on a du mal à vous lire. L'organe lymphoïde C'est pas iléocécal. avec ça que j'écrivais. L'iléon, c'est la 3e partie de l'intestin grêle, cher. Bon, je vous explique quand même le mot. Tout le cher monde le Philippe. sait, ça. Et Voilà. ensuite, le reste derrière. Bah, sécal, c'est de sécum, vous voyez, c'est le Peut-être. haut de l'intestin grêle. Lymphoïde, c'est le liquide, voilà. L'organe lymphoïde iléocécal, c'est l'appendice qu'on a donc enlevé à Amélie Mauresmo et on a peur, évidemment, pour Roland Garros. Sera-t-elle rétablie? Elle dit que oui. Ah, elle dit que voilà, il y a que quelques points de suture. En tout cas, si elle ne gagne pas, ce que, évidemment, nous déplorerions, on dira. aurait l'explication. Oui, on pourrait On dire, pourrait dire nous, c'est à cause les de autres, ils l'organe. diraient, les autres, ils diraient c'est à cause de l'appendicite. Mais nous, qu'est-ce qu'on dira, Philippe Tesson? C'est à cause de l'organe lymphoïde iléocécal. 5000 écrans plats viennent d'être achetés. Écrans télé plats. Pour être installés où? Serait-ce Chez Darty. Dans les bureaux de poste. Excellente réponse de Philippe Tesson. Alors mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que maintenant, on va à la poste. Il paraît même, il y a une dame à la poste, rue du Faubourg Saint-Martin, qui a réclamé les feux de l'amour l'autre jour. C'est-à-dire que, pour aider les clients à patienter, maintenant, il y aura un téléviseur à écran plat et on pourra mettre des clips, des programmes sur Ah l'écran. bon, mais pas les chaînes télé. Si, on peut Non, aussi non, mettre non, les Ah oui, chaînes mais télé. alors qui télé, choisit? Qui ils choisit? vont faire pour la poste une chaîne télé, Ah, rien que d'accord. pour eux. Donc les Avec feux des de l'amour avec quelques postiers en Il y aura situation. Il y aura des pubs pour la poste, il n'y aura pas de programme
violents surtout. Il paraît qu'il faut même acheter des épisodes de Derrick. Oui, parce que dans genre. Derrick, les voitures, elles avancent encore moins vite que la file d'attente à la poste. Mais ils ont fait une première erreur. Ils avaient prévu des programmes avec du son. J'imagine que les guichetiers à côté qui écoutent ça toute la journée, ils ont baissé le son. Donc pourtant il faut Donc des repenser films les muets, programmes. alors. Quasiment, oui, il faut qu'on puisse comprendre sans avoir les sons. À la poste, ils devraient diffuser le film Un jour sans fin. Sur le plus long. Mais c'est très très con en plus, ils avaient déjà fait un autre essai avant sur internet. Ils avaient un site sur laposte.fr, j'imagine, sur lequel on pouvait voir la file d'attente, le temps d'attente estimé dans le bureau de poste le plus proche de chez vous. Mais c'est débile parce que le temps que tu descends de chez toi pour aller à la poste, il y a déjà une file qui s'est constituée. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin comme question? Ah, c'est mieux déjà, voyez. Pour la poste, là, ouais. Alors, allez. En fait, faut que je vous pose des questions de votre âge. La poste, le petit écran pour patienter. Non, mais c'est pas vrai parce que quand j'étais jeune, on n'attendait pas dans les postes. De qui va-t-on pouvoir dire qu'il va être un beau grand-père? Bayrou, c'est déjà fait. Je propose un truc, c'est que quoi qu'il arrive, ça beau sera grand-père. Philippe qui va donner la bonne réponse. D'accord? Bon, Et puis se tenir on un a peu combien les de temps là? 11 minutes. De qui? Du prince Charles d'Angleterre. Excellente réponse! Bravo! De Christine Ockrent. Expliquez pourquoi, chère Christine. Parce que le fils aîné de son épouse, qui est duchesse de quelque chose, de Cornouailles, voilà. Donc le fils aîné de Camilla, Tom, il s'appelle Tom. voilà, attend, enfin l'épouse du susdit attend un heureux événement. Exactement. ouais. C'est pas père, c'est beau-père, c'est pas grand-père, c'est Ben beau oui, grand-père. exactement. C'est un faux grand-père. Ben oui. Voilà. Donc il Beau va être grand-père. beau grand-père. Ah, vous avez dit ça? J'ai dit un oui, beau mais grand-père. c'est toute l'astuce. oui, Ah bah si les problèmes d'audition viennent se rajouter, là, on s'en sort plus là. Là, non, un effort. Il va être un beau grand-père. Il faut écouter chaque mot de mes questions, Philippe. Voilà pourquoi vous n'êtes pas suffisamment attentif. Vous devez boire mes paroles, mais c'est lire pas- sur mes lèvres. Excusez-moi, cher Laurent, c'est pas dans ces cas-là, c'est pas correct. On dit pas un beau grand-père, c'est un grand beau-père. Mais bien sûr. Oui, mais comme en plus anglais, logique. on Beau-père, inverse. grand beau-père. C'est un Germain cousin. Vous savez que Brian Joubert va participer aux championnats du monde. Quel Ah, va c'est un être... patineur. Oui. Quelle va être particularité de l'un de ces deux patins à glace qu'il utilisera pendant ces championnats du monde à Tokyo? Il y aura un patin en mousse parce qu'il s'est coupé le deuxième pied. Non, la dernière justement, non. Mais c'est vrai que on attend évidemment avec impatience sa performance parce qu'il a été très courageux. Il s'est mis très vite à l'entraînement pour pouvoir participer aux championnats du monde, alors que effectivement il s'était blessé. Comment il s'était blessé? Et c'était l'un de ses patins s'était engouffré dans son autre pied, donc il s'était coupé le pied avec son patin. tais-toi. Voilà, exactement. Il y a la lame qui... Quelques Il y a la lame qui centimètres était rentrée. près, le tendon extenseur du gros orteil aurait pu être touché. En tout cas, ça pissait le sang, comme on dit dans ces cas-là. Et il a été tout de suite opéré, mais il est très vite remonté sur la glace et il participera au championnat du monde ce week-end. C'est Avec pour quel genre de pas En roller, il va le faire maintenant. Non, Un patin blindé. non, Il aura un patin blindé. non, non, justement, non. C'est ça qui est intéressant. Un patin qui va moins être aiguisé que les autres. Non. Ah, je Une vous lame. aide pas. C'est trop facile parce que si je vous aide là, il y a un des deux patins qui a une particularité. Laquelle? Eh ben, il est un peu gros, il est sur mesure parce qu'à cause Non. du pansement. Il a un plâtre autour. Il est fabriqué. Il est avez- renforcé. Vous avez Non, réfléchissez avant de parler. Oh, le grand-père est de l'eau. Vous avez, alors écoutez, vous avez tous les éléments là pour avoir la bonne réponse. Ils sont nuls. Donc pour éviter de se blesser encore une fois, il a renforcé Non. la coque. Non. Justement, alors là je vous aide, je dis justement non. Il va patiner avec des béquilles. Non. Pour ne pas gêner le pansement, il aura au contraire une ouverture très large pour que, Non. pour que la Quand je vous blessure réponds justement non, qu'est-ce que ça doit vous contraire, inspirer? alors. Justement On te pas dit le blindé. contraire. Justement pas blindé. Alors, ça veut dire Justement quoi? ouvert, c'est ce Alors, que je veux me non. poser. Donc C'est un pieds patin de nus, tongue. pieds nus. Ouais. C'est un patin de tongue avec des sous-orteils qui dépassent au bout. Mais presque en fait. Un patin décapoté. Non. Ouvert. Mais plus précisément. Une chaussure non montante. Dans un cuir très Avec Les des pieds nus, pieds nus. Non, plus sur- Des précisément patins encore. orthopédiques genre Scholl. Des patins Scholl. Non. Juste fais-le. Ok, bon, on a raconté ce qui lui était arrivé à l'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va Eh ben, mettre il va- un pansement ou un plâtre ou il s'est coupé le pied. Il va Donc, se couper, qu'est-ce qu'il va voilà. faire pour ne pas se couper? Il va se couper le pied malade entièrement. Et alors, oui, mais c'est ça qui Il est va étonnant, patiner il va sur une jambe. patiner
Sur l'autre unijambiste, pied. sur une seule patte. Dans le public, ils ont déjà deviné depuis longtemps, non? Ouais, mais ils ont pas le droit de Levez la dire. main, ceux qui ont trouvé dans le public. Ah, non. Il y a que Daniel. Bon, alors. Bon, ça compte pas. Daniel qui est un peu mytho. Comme on c'est le elle qui rappelle, hein. prépare les questions. Le secret est enfin dévoilé. Oui. Qu'est-ce qu'il a, ce C'est elle. patin, là? Un des deux seulement, hein. Alors, il n'est pas renforcé, au contraire. Ça te dit Donc il n'a pas de lame. Non! Donc il patine sur un Il pied. aura un embout de caoutchouc. Alors, j'essaie de vous faire deviner, là, ça rame de trop, ça patine, c'est le cas de le dire. Ouais. Il a été blessé, rappelez en faisant quoi? Alors, il y a En une des lames patinant. qui est rentrée dans l'autre chaussure. Voilà, alors. Et là, il va patiner, il y a un des deux patins qui va, quoi? Qui sera cisaillé, qui aura la marque de la lame. C'est-à-dire? Bah, qui sera abîmé. Oui, mais alors, donc il va? Il va patiner avec un patin abîmé. Avec une chaussure amochée. Avec le, Il pouvait pas en racheter, ce con Avec celui avec lequel il s'est blessé. excellente réponse de Jérémy Michalak. Exactement. Oh ben il n'y a pas de quoi. Bah, il peut pas en racheter, il a pas d'argent. Est-ce qu'il Mais va c'est en quoi, racheter c'est- là-dessus c'est pour conjurer le sort. C'est quand même étonnant. Il va patiner avec le patin avec lequel il s'est blessé, même avec lequel il a été blessé. C'est-à-dire que le patin, évidemment, Oh, quelle émotion. pour que son orteil ait pu être touché et atteint, qu'il pisse le sang, vous imaginez bien que le patin a dû être tailladé lui aussi. Eh bien, il va remettre ce patin-là pour patiner. Oh, et comme c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Bah, je comprends. Premièrement, Mais je comprends pas l'intérêt de la question. Et Non, tu deuxièmement, n'es je pas le comprends seul. pas. Non, et puis je comprends pas la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pour conjurer le sort, c'est beau il va, comme c'est-à-dire, il va l'antique. patiner avec les mêmes patins. Oui. Oui. Ah bon? Donc il y a pas que Candeloro C'est qui est quoi, radin alors dans le patinage. C'est de la superstition, c'est ça? J'imagine, j'en sais rien. Voilà, mais en tout c'est cas, son c'est pour bassin faire fétiche. parler de lui, ça a marché. c'est courageux, c'est Oui. c'est Non, chouette, quoi. Et Mike Mauresmo va rejouer avec son appendice dans la poche pour les matchs de tennis. Le 6 mai prochain, sur Canal+, qui annoncera le nom du nouveau président de la République à 20h? Ce n'est pas Laurent Raymond Ferrari. Domnac. C'est PPD1. C'est PPD, pas PPD. Ah, PPD. oui. Oui, C'est mais la- je disais PPD. Ah. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Mustapha. Et pourquoi Comment ça se fait, C'est ouais. la marionnette. C'est la C'est la marionnette consécration, c'est la marionnette, c'est elle-même qui annoncera le nom du nouveau président de la Ah, ça, c'est République formidable. sur Canal le 6 mai prochain. Essayez de trouver le métier du docteur Hildebrandt qui est obligé de faire une caresse pour réaliser son métier très difficile. Il est pas docteur. Pardon. Il est pas docteur. Il est docteur, le docteur. Il C'est est, ça son il est métier. vétérinaire. Vétérinaire. le docteur Hildebrandt. Ouais, Hildebrandt. Quel est son prénom? Parce que c'est important. Dans Thomas Hildebrandt. Ah, Thomas C'est Hildebrandt. un expert. Et il caresse les animaux, c'est ça? Alors, une certaine catégorie, et pour faire quoi? Pour se faire plaisir, il aime ça. C'est son kiff. Pas loin, pas se faire plaisir, lui. Il est branleur il est de branleur poussins. de taureau. Il est branleur de Pas de poussins. taureau. Ah. De hamster. Il a Non. des tout petits doigts. De serpent. Non, non, non. C'est un animal à poil? De cheval. Poil, oui, c'est pas, oh, il est pas très poilu, mais enfin, il poilu. me semble qu'il y a quelques poils, oui. Il est branleur d'éléphant. Bravo, excellent réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, il a les grandes mains. Le docteur Hildebrandt est branleur d'éléphants. C'est horrible comme métier. T'imagines, tu dragues une fille? Je suis branleur d'éléphant. Je t'emmène au cirque. Ah non, mais ça fait rêver en maintenant. Et alors Alors, une simple caresse suffit à mettre le pachyderme dans tous ses états, paraît-il. En érection, le pénis de l'éléphant atteint 1,50 m. Ses mouvements d'avant en arrière sont si puissants que c'est très dangereux pour le docteur Hildebrandt. Vous imaginez C'est marrant, 1m50. Et on l'appelle Yves de branle dans le métier. avec un nom pareil l'expert allemand, car il est allemand, de réputation Bah oui. internationale. Je vous lis le papier. Hein. Veut aider une espèce en voie d'extinction, évidemment les éléphants. La profession de masturbateur consiste à faire s'accoupler à distance un éléphant et une éléphante, en l'occurrence Jackson et Christie, qui logent dans des eaux à 2000 km Et sur l'un écran de plat, l'autre. ils ont des téléviseurs. Non, non, non. Mais il faut du doigté. Une manipulation de Jackson produit 30 centilitres de sperme. On peut le dire. Hein. On peut le dire. Qu'il faut ensuite acheminer très très vite à l'autre bout des États-Unis
pour procéder à une insémination artificielle qui ne marche pas à tous les coups et auquel cas le docteur Hildebrand doit recommencer. Et l'éléphant est à nouveau content. C'est frustrant. L'opération, et là il y a l'éléphant qui fait alors on y prend goût. Non, regardez, on a Michalak, 1m50. Ouais. Le pénis en érection d'un éléphant, c'est la taille de Michalak de lui. Vous êtes quand même pas... Ça vous donne une idée. Tout de suite retrouvez On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner toujours avec Michalak, Mustapha, Tesson, Ockrent, Bonaldi. Alors écoutez, Philippe Tesson évidemment est un petit peu en colère parce qu'il n'a pas trouvé trop de bonnes réponses à notre jeu, mais j'en ai encore quelques-unes de questions. Et comme je sais, ça peut paraître étonnant, surprenant pour nos auditeurs, mais je sais que vous adorez le football. Je suis sûr que vous allez pouvoir répondre à la question suivante, puisqu'aujourd'hui, dans Le Parisien, on nous explique pourquoi le Paris Saint-Germain peut encore s'en sortir et donc éviter la 2e division. En même temps, ils sont assez optimistes dans le journal Le Parisien parce que ils nous disent en effet que sur les 10 dernières années, ils ont pris tous les clubs qui étaient avant-derniers les 10 dernières années. Statistiquement, sur 10 ans, il y en a que 2 qui finalement ont pu se maintenir. Donc je vois pas en quoi c'est très optimiste. Enfin bon, C'est possible, en fait. C'est possible. Et Un alors, miracle est toujours possible. Alors voilà, déjà ça m'a surpris. Je dis bon, ils sont en train de dire que le PSG peut s'en sortir, alors que sur les 10 dernières années, tous les avant-derniers, à part 2, sont descendus effectivement en 2e division. Et alors en plus, quand vous lisez précisément ce tableau, alors il se trouve que justement la première équipe en question, c'est Le Havre, qui était à la même position dans le calendrier il y a maintenant à peu près, c'était en 98-99, et ils se sont maintenus, Le Havre. Et puis à Guingamp, qui pendant la saison 2001-2002, Il a sorti son parisien, regardez, il regardez dans le journal. qu'on n'allait pas le voir. Je ne pourrais pas le Il voir. est en train d'appeler Paul Le Guen avec son portable. Vous savez, je vous connaissais pas, tricheur. C'est pas très élégant, ça. Touche pas, je vérifie. Mais de toute façon, il va falloir que vous ayez de bons yeux parce que non, mais fermez-lui la page, Christine. Enfin, franchement. Effectivement, le 2e club qui était avant-dernier en 2001-2002, c'était Guingamp. Mais c'est pas la question que je veux poser. Non. Et comme ça, on se dit bon, alors il y en a 2 sur 10 qui se sont sauvés, très bien. Mais si vous lisez précisément ce qu'il y a décrit en bas du tableau, vous verrez que Guingamp, c'est encore plus miraculeux. Et on peut pas tenir compte, effectivement, de ce qui s'est passé pour Guingamp en 2001-2002. Pourquoi? C'est au niveau des points, sûrement, ça. C'est parce qu'il y avait un type qui devait descendre et qui a été... Non, un type qui devait monter qui a pas pu parce qu'il avait pas les... C'est pas ça. Non, C'est pas un club de L2 qui a pas pu monter en L1 Non. du coup. Non. Mais non. Non. C'est parce que... Ah oui, on a augmenté le nombre de clubs en L1. Excellente Exactement. réponse de Jérôme Bonaldi. Et alors Et ben, du coup, on était passé de 18 à 20, c'est ça? Exactement. Voilà. Et il n'y a donc que 2 clubs qui sont descendus en Cette 2e année-là. division et pas 3 cette année-là. Voilà comment Guingamp a sauvé sa peau en 2001-2002. C'est donc dire que les veut dire, statistiques ça- qu'on nous donne sur la chance Ça veut du dire que- PSG de ça s'en veut dire sortir, c'est que- 1 sur 10 et pas 2 Ça sur veut 10. dire que le PSG ne s'en sortira que si la Ligue fait passer à 22 le nombre de clubs qui restent. Voire même 45. Que fait la Ligue? La Ligue est nulle. Tout à l'heure, je vous ai parlé du prince Charles qui va être beau-grand-père. Beau grand-père. Non, justement. beau-père. Grand-beau-père. Enfin, En français. Mais la reine Elisabeth, elle, a été victime d'un petit canular orchestré par ses petits-enfants, Harry et William. Oh, c'est mignon. Lequel? Harry, c'est celui qui se déguise avec les uniformes nazis. Oui. Oh, ça doit être un bon canular, c'est un truc assez drôle. Non, c'est plus rigolo que ça. C'était gentil. C'était gentil, c'était amusant, oui. C'est une chose que beaucoup de jeunes peuvent faire avec leurs grands-parents. Ils parce ont que- caché son dentier. Non. Parce que c'est vrai que souvent les grands-parents sont pas très adroits avec ça et alors Un téléphone portable. Alors, on avance. Et ils l'ont mis en vibreur, ça lui a fait tout drôle. Non. Non.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, que souvent, c'est vrai, les personnes un peu plus âgées ne savent pas manipuler leur téléphone. Je vous en prie. Oh, non, mais pour nous, vous avez 50 ans, Philippe Tesson. Alors arrêtez avec votre âge. C'est vrai en plus. Alors, c'est pas le c'est l'écran d'accueil. Vous savez, vous utilisez bon, Tesson, il répondra pas, mais vous savez utiliser un téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un téléphone? Le code PIN. Pas le code PIN, non. Les numéros abrégés. Non. Un message d'accueil. Ah, voilà. C'était Alors- God Save the Queen et ils ont changé avec autre chose. Alors, exact. Alors, qu'est-ce qu'ils, bon, Ils ont mis ici ont la mis, reine. ils ont déconné, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont écrit Alors, je vais vous accorder la bonne réponse. C'est le Ils ont principal. transformé le message d'accueil de la reine d'Angleterre sur son portable. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oui, mais quel est-ce qu'on a- était-il au Oui. départ et qu'est-il devenu, ce message? Alors, en fait, elle vient de s'équiper d'un répondeur parce qu'elle en avait pas. Je sais pas si vous voyez un peu déjà d'où on part. Sur sa ligne directe de téléphone. Mais elle n'arrivait pas à enregistrer elle-même son premier message d'accueil. Elle n'avait pas de message d'accueil, elle n'arrivait pas à le faire. Alors elle a demandé à ses petits-fils, William et Harry, de s'en occuper. Farceurs, les princes lui ont concocté ce message d'accueil qui disait, je vous le traduis, je vous le fais en français. Salut mon pote, c'est Lise. Salut mon pote, c'est Lise. Désolé d'avoir dû m'absenter du trône. Pour joindre Philippe, appuyez sur 1. Pour Charles, appuyez sur 2. Et pour les corgis, appuyez sur 3. Il paraît que le secrétaire particulier de Sa Majesté a failli avoir une crise cardiaque en appelant la reine d'Angleterre et en découvrant ce message. Et puis après, la reine Elisabeth, elle, a fait savoir qu'elle avait trouvé ça très drôle de la part de ses petits-enfants, parce que c'est une bonne grand-mère. Voilà. Dans le prochain Pirate, le film avec, vous savez, Jack Sparrow, joué par Johnny Depp, et puis aussi, comment s'appelle-t-il, Orlando Bloom dans ce film. Il y a quelqu'un de plus inattendu dans la distribution du Pirate 3 qui sortira en mai prochain. Sim. Non. Sur un sans maquillage. C'est pas très loin en même temps. Depardieu. Non. Ah, ce serait-il pas un ancien chanteur? Oui, un chanteur. Est-ce que ça serait pas... Primo Wright. Bon, c'est pas loin dans le fond. Oh non, c'est pas pareil. Moi j'ai trouvé c'est Keith Richards, c'est le guitariste des Stones. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ils sont forts ces petits jeunes quand même. Hein, mais il a un petit rôle, hein, paraît-il, Keith Richards, mais effectivement, le guitariste des Rolling Stones sera à l'affiche de Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, un film dont on nous parle déjà énormément, et il va y avoir une promo terrible pour ce film jusqu'à sa sortie. Je crois que c'est au mois de mai prochain. Pendant le festival de Cannes, ouais, ça sort le Pendant 23, je festival crois. de Cannes. 23 mai. Ouais. Très exactement. Qui a envoyé 7 pages de fax pour se rendre utile? Qui a envoyé 7 pages de fax pour se rendre utile? Ça se passe en France? Ça part de France, en tout cas. les Faudel fax. à l'UMP, il savait pas quoi faire. Non. Ça part de France et ça va à l'étranger. Oui. Ça va en Angleterre. Ah, je sais. C'est pour aider Maud Fontenoy à Oui. faire son tour du monde à l'envers. Et c'est Jean-Luc Van Van den Hel. Ness qui l'a guidé pour lui expliquer comment il fallait qu'elle tente de remonter un mât de fortune sur son bateau au moment où elle a démarré. Excellente réponse de Christine O'Krent. C'est effectivement Jean-Luc Van den Head qui a envoyé tous ces fax pour qu'elle remplace son mât avec une grande voile adaptée. Mais c'est son bateau, hein. C'était Il son est assez bateau. dur avec elle quand même parce Ah qu'il oui, j'ai trouvé ça terrible. il dit J'ai que trouvé ça terrible mais vrai. Il Mais est juste. très dur. C'est un vrai hommage derrière. Il dit, sportivement, c'est nul ce qu'elle a fait. D'abord, Ouais. c'est pas un vrai tour du monde, il est pas homologué, il est pas homologable. Ensuite, il dit, d'abord, de toute façon, elle ne sait pas faire de la voile. Oui. Bon. Elle a jamais fait C'est ça, elle connaît pas les mers vraiment, du voilà. Sud. Bon. c'est pas une sportive. En gros. Si, il dit c'est une sportive, mais c'est pas une voileuse. C'est pas Une une quelqu'un qui a professionnelle. fait ses Ouais. preuves dans les compétitions de voile. Mais après, il module. Il dit, ceci dit, tenir comme ça, quand on n'est pas doué justement comme elle, c'est vachement dur. Elle a le moral, elle a été formidable. On l'a tous soutenu à bout de bras, certes, mais voilà, c'est quand même pas mal. Et à la fin, il dit, si elle m'avait battu mon record, j'aurais été fortement Ouais. jaloux. Et c'est sévère mais juste. Enfin, c'est musclé, hein. Allez, j'en ai une petite dernière là quand même parce que notre ami Philippe Tesson est un littéraire. Alors je suis sûr qu'il va pouvoir me dire ce que récompense le prix Bookseller Diagramme. Bookseller diagramme. Le prix Bookseller Diagramme. Une œuvre littéraire. C'est celui qui fait le plus beau code barre en 4e de couverture. Non. Bookseller Je suis soufflé par tant d'élégance, Philippe.
c'est anglo-saxon. Anglo-saxon. Pardon. C'est une récompense anglo-saxonne. Oui, américaine, même. Oui, enfin, anglo-saxonne, c'est plus vaste. C'est mieux dit, c'est plus élégant. Qui récompense chaque année... International, même. International. Voilà. Qui récompense chaque année une création d'ordre littéraire. Oui. Alors, allez, vas-y. Voilà. Mais encore. Non, mais le reste, c'est du détail. Le reste, c'est du détail. Alors, à votre avis, si je vous donne, je sais pas moi, je peux vous donner un livre sélectionné parce qu'on n'a pas encore le nom du lauréat pour l'année Non, en effet. 2006. Alors, Parmi tous les titres, vous n'en connaissez aucun. c'est pas ça, c'est que demandez-moi. si je vous en donne un, vous allez tout de suite trouver la réponse, quoi. C'est ça C'est le un problème. dénominateur commun entre tous les titres. Oui. Donc c'est tous les livres qui parlent de quelque chose. Non. Mais Tous les effectivement, livres qui comportent un mot dans leur titre. non, il y a un Ce sont dénominateur. des livres scientifiques? Non, il y a un Oui, dénominateur. non. Certains, oui. Est-ce Oui. que ça récompense les livres qui ont des titres complètement bizarres? Oui. Excellente réponse Ah bah oui. de Jérémy Michalak. L'infoïde, il est haut, c'est calme. Par exemple. Le prix bizarre du titre de livre le plus bizarre, c'est le prix Bookseller Diagramme, sont sélectionnés pour l'année prochaine. Et c'est quoi un titre bizarre? Alors, je vais vous donner des titres, par exemple, dans la sélection 2006, il y a « Les nazis étaient-ils vraiment verts ?» Pas Il y a mal. quelqu'un qui a écrit ça. Les caddies de supermarchés égarés en Amérique du Nord. C'est un autre livre. Un guide d'identification, les femmes tatouées des montagnes et les boîtes à cuillères de Daghestan. Eh oui. Joli. C'est absurde. Les actes du 18e Symposium international sur les algues. Ouais. Oui, c'est plus habituel, ça. Classique, ça. Voilà, et il faut choisir le livre qui a le titre le plus bizarre. Et Marianne nous dit que leur lauréat préféré était celui de l'année 1989, qui s'appelait « Comment déféquer dans les bois, une approche écologiste d'un art perdu ». Je l'ai lu. Vous l'avez Il a lu été traduit en français. Mais oui. Non, c'est l'art, ça a été traduit par l'art de chier dans les bois. Eh bien, vous Ça a avez été- lu. C'est un Ah, c'est formidable plus vendeur. Je suis bouquin. sûr que vous avez été attiré par le prix Bookseller Diagramme, évidemment, Oui, qu'il mais avait obtenu. pour une approche environnementale d'un art perdu. C'est un excellent bouquin. On va se gêner avec Christine O'Krent, Philippe Tesson, Jérémy Michalak, Moustapha El Atrafi, Jérôme Bonaldi. Et nous partons pour la Creuse, Royère de Vassivière, très exactement. Et c'est le journal Le Parisien qui avait envoyé son correspondant sur place, Franck Lagier, qui nous raconte dans son édition du jour qu'un facteur qui s'appelle Laurent Mallard a eu quelques ennuis parce qu'il distribuait les cigarettes ou une baguette de temps en temps, et à ceux évidemment à qui il distribuait aussi le courrier, car avant tout il faisait son métier de facteur et de postier. Nous avons Monsieur Mallard au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Laurent Ruquier. Un facteur sanctionné pour service rendu. Je veux dire que c'est tous... le facteur, là Oui, c'est monsieur le facteur au téléphone. oui. Philippe. Ah, moi, a priori, vraiment, ce mec, je voudrais qu'il soit ici, je l'embrasserais sur les joues. C'était super ce qu'il a fait. Merci Monsieur Tesson. Vous ne savez pas ce que vous ratez, hein. C'est vrai, super. Ben oui, c'est ce qu'on appelle entretenir le lien social. C'est ce que vous avez fait en tant que facteur. Or, on va quand même raconter, et vous me direz, vous rectifierez si le Parisien a commis quelques petites erreurs. Il se trouve qu'il y a peu de temps, effectivement, on vous a mis une sorte d'inspecteur. Il y a des inspecteurs de temps en temps qui viennent vérifier si le travail est bien fait. Des vérificateurs, donc Vérificateurs. organisateurs, analystes qui sont chargés de peser les tournées en temps, en nombre de clients pour évaluer notre temps de travail. Et en fait, c'est voilà un petit contrôle qui est fait sur votre tournée quotidienne. Et puis vous dites, c'est pas parce qu'il y a un vérificateur, vous avez fait votre tournée comme vous la faisiez d'habitude, c'est-à-dire que vous êtes arrêté pour acheter un paquet de cigarettes pour un couple de retraités ou le journal. C'est ça. Et là, le vérificateur, lui, il a noté toutes ces incartades. Voilà. Et il paraît que vous allez être sanctionné pour ça. J'espère que non, mais en tout cas, oui, il y a eu un procès verbal, hein, donc j'ai été convoqué par ma direction et
Et j'ai dû m'expliquer par rapport à ce fait. Alors, je ne comprends pas, je dois dire, un des cadres de la Poste qui a été interrogé par le Parisien, on n'a pas son nom, mais qui dit, lui, imaginez que ce facteur livre des médicaments et qu'il se trompe. Qui serait responsable? Et puis les taxis, c'est con, les taxis pourraient en outre nous reprocher de prendre leur travail. Il peut y avoir concurrence déloyale. Le taxi va t'acheter des clopes? Mais je savais pas ça. Qu'est-ce que donc vous avez été interrogé par vos supérieurs? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Quelles explications leur avez-vous donné? L'exacte vérité, c'est-à-dire que au quotidien, je suis confronté à... Il faut dire que je suis en Creuse et que je suis dans une région qui est très rurale, avec une population très dispersée et très âgée, puisque je crois qu'on a la moyenne d'âge la plus élevée de France. Et donc, il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont aucun moyen de locomotion, pas de véhicule, et qui sont quelque part un peu dépendants des services publics. Donc, ce jour-là, un couple de retraités avait besoin de tabac. Il y avait aussi un RMiste qui voulait acheter l'équipe pour voir les résultats du sport de la veille. Voilà, et puis donc j'ai apporté tout ça, comme je le fais au quotidien et comme nous, facteurs, plus particulièrement dans les zones rurales, nous le faisons. Vous êtes soutenu par tous les habitants, je dois dire, de votre commune, et par les élus aussi. Voilà, et ça fait chaud au cœur parce que il y a une mobilisation qui dépasse largement tout ce que je pouvais espérer. J'ai des témoignages de la population au téléphone, j'ai le soutien des... Ce qui est étonnant, c'est qu'il faudra dire ça à votre supérieur hiérarchique, c'est que les administrations, les pouvoirs publics avaient déjà demandé aux facteurs d'alerter, parce que eux connaissent bien les gens au moment de la canicule, et après surtout les années suivant la canicule, en leur demandant, vous qui allez voir les gens, qui êtes les seuls, les derniers à avoir rencontré des personnes âgées, à rencontrer des gens isolés, s'il vous plaît, signalez-nous si vous voyez des personnes en difficulté à propos de la canicule. On vous a donc déjà demandé officiellement de faire du social ou de faire du lien comme vous le faites. Et également pendant l'épisode neigeux du mois de janvier. Oui. Et quelle est l'attitude des syndicats? Les syndicats me soutiennent bien évidemment devant un tel cas. Donc là, c'est en train de se mobiliser. Il n'y a pas de sanction encore, faut pas charrier. Non, pour l'instant, j'attends. C'est absurde comme reproche. Vous nous tiendrez au courant, et si jamais vous êtes sanctionné, croyez-moi, on votera pour vous dans 5 ans, à la prochaine présidentielle, puisque vous serez le deuxième facteur à vous présenter. Eh bien, on votera pour vous. Oui. On vous remercie pour votre témoignage, monsieur Laurent Mallard. Merci. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Vous êtes encore sur le facteur, ça vous a marqué ça. C'est une histoire intéressante. Franchement. On a à la bouche des mots de solidarité, de compassion, etc. Et puis dès que ça s'inscrit dans les faits immédiatement. C'est ça que je trouve incroyable, quoi. Moi, je pense que pas être le seul, au nom de beaucoup de gens ici, dire une déclaration d'amour à tous les facteurs. On vous aime, on les aime bien. Moi, j'aime bien quand ils arrivent, j'aime bien quand c'est les mêmes que je rencontre. J'aime pas quand on change leur tournée. Quand il arrive, le facteur, je lui dis pas votre trop femme, tôt. Surtout. On va parler d'autre chose, c'est pas écrit la Poste, là. Bon, allez, autre chose dans l'actualité, pourquoi pas parler des profs qui sont en grève aussi, en grève. C'est pas vraiment une grève suivie par tous les syndicats, justement, il y a une manifestation, en tout cas. Alors, les profs dont on dit qu'ils ne savent pas trop pour qui voter, qu'ils hésitent entre, vous savez, traditionnellement, ils votent plutôt à majorité socialiste, mais là, ils pencheraient pour le cas Bayrou. Il y a des opérations tam-tam, et en tout cas, ils sont très en colère contre le ministre actuel, monsieur Gilles. C'est quoi les opérations tam-tam? Alors, l'opération tam-tam, c'est... Oui, c'est ça, j'ai bien compris alors. Du tam-tam. Ils sont en tout cas en colère contre le ministre du moment, monsieur Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale, pour lequel, il faut le dire, il y a encore un véritable suspense. Est-ce que vous avez des infos, vous? Un véritable suspense, pardon Christine, car je sais que c'est ainsi que vous le prononcez. Oui, voilà. Et donc, non, mais c'est vrai, il y a un suspense. Pour qui va voter monsieur de Robien? Pourquoi vous riez? C'est un suspense insoutenable. Non, mais parce que Gilles de Robien, soyons clairs,
est au départ UDF. Il appartient toujours au parti de Monsieur Bayrou, mais depuis longtemps, on peut dire quand même qu'il y a une sorte de fracture entre Monsieur Gilles de Robien et Monsieur Bayrou. François Bayrou s'est opposé au gouvernement en place en votant notamment contre le projet de budget. Robien, membre du gouvernement, évidemment, est resté au gouvernement et s'est donc désolidarisé avec fracas de François Bayrou. Déjà, mais là, même le fait d'y aller au gouvernement était déjà une... il y avait déjà une rupture au sein de l'UDF. Avec Douste Blazy, etc. L'UDF était déjà fractionné depuis Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les sondages, il se dit, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille... Parce que quand même, c'est un des derniers à ne pas s'être prononcé. Il s'occupe des enseignants. Voilà. Enfin, aujourd'hui... Ils s'en occupent bien, ils sont tous dans la rue, là. Non, mais remarquez, ils vont pouvoir fumer, comme ça. Non, mais sérieusement, c'est vrai, Monsieur de Robien, on attend. Moi, ça m'intéresse de savoir pour qui il va pencher finalement, parce qu'il était plutôt anti-Bayrou jusque-là, pro-Sarkozy, mais en même temps, comme Monsieur Bayrou, c'est quand même c'est son parti, et qu'il voit que Monsieur Bayrou monte un peu dans les sondages, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Il ne peut pas se déjuger, pas possible. Il va rester jusqu'au bout derrière. Ça ne se fait jamais en politique. Derrière Sarkozy. Après, on verra. Mais il n'a pas appelé encore à voter Nicolas Sarkozy. Non, mais je prends le pari, Laurent. Ah, vous prenez le pari? Oui. Non, je prends le pari. Je pense que je prends le pari. Thérèse, il se ridiculiserait si demain il dit allez, je me range derrière Bayrou. Quand même un peu tard maintenant. Il va appeler à voter Borloo. Parce que Borloo, c'est pareil. Et Borloo va appeler à voter Chirac. Il y en a quelques-uns comme ça dont on se dit. Non, Borloo, c'est génial. Il dit, je suis pas du genre à faire monter les enchères. Oui. Et alors, évidemment, c'est ce qu'il fait. Oui, il y en a quand même quelques-uns qui sont gratinés dans la politique. Je pense aussi à José Bové, parce que, formidable qu'il soit candidat, très bien, tant mieux pour la démocratie, il voulait l'être, il a plus de 500 signatures. Mais enfin, il nous a quand même joué, lui aussi, le suspense, jusqu'au bout, autour de ces 500 signatures. Alors, je m'attendais à cette question-là, justement. Allez-y. Savez-vous pourquoi ils avaient tellement peur, ses partisans et lui, de ne pas savoir que le Conseil constitutionnel ne valide pas les signatures qu'ils avaient apportées? À cause du pognon. Non, à cause du prénom. À cause du prénom. Ils ont écrit Joseph. Voilà. Exactement, parce que il fallait écrire Joseph et non pas José. Et beaucoup ont écrit José alors qu'il fallait écrire Joseph Bové. Vous pensez que le Conseil constitutionnel a validé quand même les Joseph Bové? Ah, écoutez, dans sa grande sagesse... Monsieur Robert Debré. Monsieur Jean-Louis Debré a dû... je n'en sais rien. A dû valider. C'était très compliqué, les formulaires. 4 pages, faut pas oublier une virgule, faut pas se tromper sur la date de naissance, faut pas oublier une signature. Oh là 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 là. Non, mais pour la démocratie, tant mieux que Bové ait pu obtenir effectivement ces 500 signatures, mais quand même, il nous en a un peu beaucoup joué jusqu'au bout. C'est pas fini. Hein. Ah, non. Non, parce qu'il en joue en disant, bon, alors voilà, j'ai eu du mal à les avoir. Le Pen a fait le même. Oui, mais alors, ce qu'il oublie quand même, José Bové, c'est ça que j'avais envie de dire. Ce qu'il oublie, José Bové, c'est qu'il aurait peut-être eu un peu moins de mal à les avoir si c'était décidé, parce que personne ne le dit ça, si c'était décidé un peu plus tôt et en même temps que les autres, parce qu'il faut quand même rappeler que pendant des semaines et des semaines et des mois, il a dit je ne serai pas candidat contre les autres. Il y aura un candidat unique ou je ne serai pas candidat. Il attendait que les autres candidats de la gauche dite anti-libérale se prosternent devant lui. Ils l'ont pas fait et il s'est présenté quand même, contrairement à ce qu'il a dit pendant des semaines et des mois. Alors qu'il soit pas surpris d'avoir moins de temps que les autres pour obtenir ses signatures. Non, mais c'est pas ça l'enjeu, ça. C'est pas ça l'enjeu. C'est que c'est ce qui est incroyable dans ce paysage politique français. Nous sommes le seul pays au monde à avoir autant de partis d'extrême gauche qui, évidemment, sont censés défendre à peu près les mêmes idées et qui en même temps se haïssent. Jérémy, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve pas très rassembleur pour un berger. On va se gêner toujours avec Philippe Tesson, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. C'est la deuxième heure, nous sommes ensemble depuis 16h et nous évoquions avant le flash les 12 candidats, puisque ça y est, c'est officiel, ils sont 12 candidats à la présidentielle. Il y a quelque chose d'ailleurs qui m'a assez surpris aussi. Je lisais dans France Soir, et est-ce que c'est toujours vrai, qu'outre les 500 signatures, il était nécessaire de remplir 3 conditions pour être candidat, avoir 23 ans, révolus, bon, oui. Ça, ils ont tous. Citoyen français, j'imagine. Ne aussi. Pas être frappé d'inéligibilité. Bon, bon, évident. ça, c'est évident.
avoir satisfait aux obligations du service national. Bah oui, il y en a plus. Sauf qu'il y en avait encore à l'époque où eux étaient en âge de le faire. Et alors, là, je me dis, mais alors ça autorise pas une femme à être candidate, elle a pas... Si, elle est de fait libérée des obligations militaires. Il y a des gens qui ont plus de 23 ans aujourd'hui qui n'ont pas fait le service national. C'est vrai? Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent pas être candidats non plus. Moi, je pourrais pas être candidat à ce moment-là. Si. Moi, j'ai plus de 23 ans. Mais si, parce que j'imagine que... Tu as fait des journées de la défense J'ai fait l'appel nationale. pour la défense, mais c'est pas le service national, c'est pas la même chose. Non, il faut te libérer des obligations militaires. Ah bon, je peux me présenter, bonne nouvelle. Bien sûr, il faut distinguer la logique tout court de la logique administrative. Alors, il y a aussi la somme d'argent qu'on doit leur donner, 800 000 euros. 800 000 euros. C'est bien, 500 signatures, tu gagnes 800 000 euros. Exactement. C'est mieux que l'auto, le truc. Oui, mais enfin, si tu fais pas ta campagne, tu dois les rembourser. C'est ça que je voulais savoir. Ça veut dire que c'est 800 000 euros qu'on leur donne pour faire campagne. Quelle est la condition requise, Christine, pour qu'il n'y ait pas obligation de rembourser? Il y a une ventilation des dépenses de campagne qui est différente selon le score. Et je crois que les 800 000 euros sont remboursés si on fait plus de 5%, c'est ça l'idée? Ah non, c'est intéressant à savoir. Ça, on pourrait se renseigner d'ici à la fin de l'émission. On va vous donner la réponse parce que on donne 800 000 euros à chaque candidat. Qu'est-ce qu'ils ont Donc c'est pour leurs frais de campagne. D'accord. Ils n'ont pas justifié. Et si voilà, et c'est eux qui doivent rembourser s'ils ne font pas 5%. Je crois que c'est ça l'idée. En tout cas, celui qui a de la chance au loto et au tirage au sort, c'est Olivier Besancenot. Parce que souvenez-vous, quand le Jean-Jacques Ayagon, qui avait été le premier, avait fait un tirage au sort pour donner sa signature, puisqu'il manquait les candidats, les petits candidats, comme on disait à l'époque, il manquait de signature. Ayagon avait fait un tirage au sort et hop, c'est Besancenot qui avait gagné la signature de Jean-Jacques Ayagon. Oui, mais après, je crois que ça a été Après, déclaré, ça a été Arlette Laguillet qui a gagné elle aussi une signature au tirage au sort. Mais le premier, ça a été Besancenot. Et là, hier, qu'est-ce que je vois au Conseil constitutionnel? On tire au sort les 12 candidats pour les donner dans un ordre, effectivement... alphabétique? Non. Ordre au hasard, ordre de tirage au sort. C'est Sarkozy c'est Sarkozy qui a été tiré le dernier. Voilà. Besançon le premier. Mais c'est pas mauvais d'être le dernier. C'est Besancenot qui a été tiré au sort en 1, Buffet en 2, Chivardi en 3, Bayrou en 4, Beauvais en 5, et ce sera l'ordre aussi sur les panneaux électoraux devant les mairies ou les écoles dans lesquelles vous irez voter. Effectivement, Sarkozy sera le dernier panneau juste avant Arlette Laguillet, Le Pen, Lius, Ségolène Royal et Philippe de Villiers sont à peu près au milieu des 12 candidats. Bon, c'est 4 de moins que la dernière fois, 4 de moins qu'il y a 5 ans. Exactement. Et plus de femmes. Mais c'est la première fois qu'il y a 4 femmes candidates. Mais il y en avait sur les un tiers. 4 quand même 2 qui l'étaient déjà les années passées. Certes, mais Marie-Georges la Buffet, proportion, c'est la première fois. Ségolène Royal, c'est la première fois elle aussi. Voilà. Non, mais Laguillet, c'est la 5e fois. Avec le dernier, qui avait été encore là. Elle est marrante, Arlette, hein. Elle insiste, quoi. C'est mignon. Elle lâche pas, elle est là. On t'a pas dit d'insister. Ça fait un peu émission de télé-réalité quand même. 12 candidats, un seul élu. Je sais pas qui va finir dans la piscine, mais... Vous n'allez pas dire publiquement pour qui vous voterez. Moi, ça me gêne pas. Vous allez être viré, Philippe Tesson, après. J'ai pas le droit de le dire maintenant? Non. Non, alors à ce moment-là, tu fais un teasing, tu dis, quelle lettre? je vais le dire avant 18h. Là, tu fais rester les gens jusqu'au bout. Ça commence par quelle lettre? S. Non, il y en a 2. Le Sarkozy ou Ségolène? Mais non, il y en a... Chivardi. Ah, il faut Chivardi. Ah, c'est toi? Le parti des travailleurs. Tu votes Bayrou? Chivardi, il a 500 signatures et une voix. Tiens, bah, parlons-en de Françoise Bayrou qui a ironisé sur l'absence du ministre de l'Intérieur en banlieue. Il a été très violent, le candidat UDF, hier, quand il a déclaré, je cite, « L'UMP a tous les pouvoirs, sans aucune exception dans notre pays, depuis 5 ans. Qu'en ont-ils fait ?» a dit monsieur Bayrou. « Qu'a-t-on fait en matière de sécurité? On avait promis annoncer qu'il n'y aurait plus jamais de zone de non-droit. Mais il y a tellement de zones de non-droit en France que les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'y entrer et que le ministre de l'Intérieur lui-même ne peut pas aller en banlieue. Connaissez-vous un autre pays où le ministre de l'Intérieur ne peut pas aller en banlieue ?» a insisté François Bayrou. Alors? Le pays où le ministre de l'Intérieur peut pas aller en banlieue, il y en a énormément. Oui. Je pense qu'aux États-Unis, tout le monde ne peut pas aller dans le Bronx. Et toi, monsieur Bayrou, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais ministre de l'Éducation nationale pour éviter qu'aujourd'hui, les enseignants ne soient pas dans la rue contre monsieur Robien, qui était d'ailleurs un des tiens à l'époque, etc., etc. Il a justement rien fait. C'est comme ça, il y avait surtout pas de pépin. Voilà. Il a eu un petit pépin au début et après il s'est empressé de ne rien toucher. La semaine dernière, il y avait en Bretagne une manif des parents d'élèves et des profs contre l'école le samedi.
avant-hier en banlieue parisienne, il y avait une manif des parents d'élèves contre l'école le mercredi. En gros, c'est si tu Vive touches la France. voilà, il y a un tiers des profs qui sont pour, un tiers des profs qui sont contre et un tiers des profs qui ne savent pas. Quoi que tu fasses, si tu bouges, t'as tort. Faut pas bouger. Et lui, ce qu'il a fait quand il était ministre, il a touché à rien. Les syndicats venaient à la maison, tranquille, tout va bien. C'est ce qu'il appelle la co-responsabilité. Oui, ça s'appelle de l'immobilisme en tout cas. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Philippe Tesson, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Akrassi, Jérémy Michalak. Bravo! Et je voudrais qu'on parle ensemble, et je suis sûr que Philippe Tesson a un avis tranché là-dessus, de l'affaire Cesare Battisti, une affaire entre l'Italie et le Brésil, disent certains maintenant, pour essayer un peu quand même de mettre la balle hors jeu et du débat politique c'est exact, français. C'est une affaire entre l'Italie et le Brésil. Il ne s'agit pas de mettre la balle hors jeu. C'est une affaire entre l'Italie et le Brésil. Et le reste, c'est de l'exploitation politicienne de tous bords. De tous bords. Mais franchement, l'Italie est une démocratie. L'Italie a un système judiciaire dans lequel M. Battisti, qui affirme évidemment le contraire, il a été condamné pour, je crois, complicité d'homicide volontaire. Il a fui en France, où il a vécu très tranquillement pendant des années. Il fuit la France au moment où les autorités françaises, à la demande des autorités italiennes, l'interpellent. Il fuit et voilà, il y a une convention d'extradition maintenant entre l'Italie et le Brésil, et ça c'est un truc, ça se passe. Jérôme n'a pas l'air d'accord, Jérôme Bonaldi. Si c'est une affaire entre l'Italie et la France, pourquoi est-ce que entre l'Italie et le Brésil. Pardon. Pourquoi est-ce que les écoutes ont lieu en France? Pourquoi est-ce que les flics français étaient sur l'affaire? Pourquoi est-ce que les flics français l'attendaient là-bas à Rio de Janeiro? Ils sont pas les flics français qui l'ont arrêté. Ils sont déguisés, on la reconnaît pas. C'est pas vrai. Il y avait des flics français sur place. On peut raconter ce qu'on veut. Il se trouve qu'il y a un comité, ce qui est tout à fait estimable. Il a ses amis en France, etc. Il avait un comité d'entraide qui l'aidait et qui lui apportait de l'argent. Donc c'est ainsi que... C'est pas seulement une affaire italo-brésilienne, c'est aussi une affaire parisio-parisienne, je sais pas comment on doit dire dans ces cas-là. J'ai le maire du 9e arrondissement de Paris, monsieur Jacques Bravo, au téléphone. On va essayer de sortir du débat électoral, d'abord parce qu'on n'aurait pas le droit dans l'émission de rentrer dans la campagne, mais parler uniquement de l'affaire Battisti. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Et hier, il se trouve que lors d'un conseil d'arrondissement, entre vous et monsieur Pierre Lelouch, député UMP et conseiller de Paris, ça a chauffé à propos de l'affaire Cesare Battisti, paraît-il. Ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait un maintien de protection ici à Paris. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintien de protection, puisque c'est ce que l'élu UMP a souligné hier, et le maintien de la protection de monsieur Battisti en l'état actuel des choses serait proprement choquant pour tous les Parisiens. Ça veut dire quoi, maintien de protection, dans la déclaration de monsieur Lelouch? Écoutez, moi je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat ni avocat, je suis un citoyen qui défend les intérêts de la République. Je vois deux choses. La France avait donné sa parole en 1985 par le président de la République d'accueillir et de faire bénéficier du droit d'asile les Italiens victimes de violences dans les années de plomb, infiniment plus dramatiques qu'en France, qui renonceraient à toute action violente. Et subitement, 20 ans après, en 2004, la France change de position. Donc, dans la protection de la ville de Paris, il y avait l'exigence que la France respecte la parole donnée. La deuxième chose que je vois, encore une fois... Mais précisément, pardon, quand M. Lelouch demande que le Conseil de Paris mette fin au régime de protection de la ville de Paris octroyé à M. Battisti, ça veut dire quoi concrètement? Écoutez, ça faudrait lui demander à lui. Ce que je sais simplement, c'est que moi je vous parle du fond. Je vous parle du fond, c'est-à-dire que j'exige, comme tout citoyen qui est d'accord avec ça, que la France respecte sa parole, première chose. Deuxièmement, tout accusé a droit à un procès juste et équitable en sa présence. Oh, pauvre Battisti. Pas pauvre Battisti, c'est une exigence de l'espace judiciaire européen. Mais monsieur le maire, pardon, vous n'allez pas à la place des Italiens décider de leur système judiciaire et de leur système démocratique. Je ne dis pas cela, je dis simplement que l'intéressé qui a contesté toujours les faits qui lui sont reprochés, les crimes qui lui sont reprochés, dit qu'il a été jugé par contumace et que l'espace judiciaire européen considère qu'il est inadmissible que des condamnés par contumace ne puissent être rejugés. Je dis simplement que la protection dont il est question au Conseil de Paris vise ces deux points-là. Pour l'incident d'hier soir, simplement,
Pierre Lelouch, qui vient à une séance du conseil municipal sur 6, il vient 2 fois par an, arrive avec un vœu qui n'a rien à voir avec l'activité municipale ou avec l'activité du 9e arrondissement. Il veut en parler au conseil de Paris, eh bien il le fera, qu'il le fasse. Ça veut dire qu'il était logé par la mairie de Paris, monsieur Battisti, c'est ça qu'on veut savoir en fait. Pas du tout. Bon. Pas du tout. Philippe Tesson veut intervenir. Mais je voudrais savoir quelle est votre position sur l'avenir judiciaire de Battisti. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut que ce procès, et je crois d'ailleurs que l'intéressé l'avait dit il y a quelques années. En sa présence. Il réclame un procès en sa présence, intégrant le fait qu'il conteste formellement les crimes qui lui sont imputés. C'est extrêmement simple. Et il y a une jurisprudence de l'espace judiciaire européen en la matière. Et l'Italie doit se mettre en règle avec l'ensemble des procédures judiciaires européennes. Christine, pour conclure. Monsieur le maire, pardon encore une fois, mais l'Italie est une république. Je vous signale, comme vous le savez sûrement, mais je le précise pour nos éditeurs, que en plus c'est un gouvernement qui est proche de votre propre famille politique, qui est en charge en Italie, qui est un gouvernement de gauche, même pour simplifier. même si quand même Il y avait même ce matin sur Europe 1... Sauf que c'est sous monsieur Berlusconi que l'affaire a quand même été... Oui, mais enfin, monsieur Prodi... Faut le rappeler. Oui, mais enfin, monsieur C'est vrai qu'on entend beaucoup dire que c'est sous un gouvernement de gauche actuellement, mais c'est sous le gouvernement Berlusconi que l'affaire a été relancée. Invité de Jean-Pierre Elkabbach, Emma Bonino, membre du gouvernement actuel de monsieur Prodi, qui a expliqué le point de vue italien. C'est très intéressant. Lisez les commentateurs... ou les points de vue italiens sur. Je respecte tout à fait votre position, mais respectons les Italiens. Voilà. Je vous dis juste une chose, c'est que il y a des collusions d'intérêts en Italie sur ce dossier pour qu'on n'en parle pas, qu'il y ait un coupable tout désigné qui s'appelle Battisti et que ça soit terminé. On l'a compris. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, monsieur Bravo. Et effectivement, il vaut mieux espérer que tout ça sorte de la campagne présidentielle et que ni les uns ni les autres n'utilisent ce cas pour effectivement s'affronter comme hier apparemment donc au Conseil de Paris, si j'ai bien compris. Merci, monsieur Bravo. Parlons-nous. Ockrent, Tesson, Bonaldi, Michalak, Latraci. Ouais, Latraci, pardon. Comme vous voulez, hein. Moi je prononce comme vous voulez. C'est vous le chef. Hein, ouais. En tout cas, j'ai la précision. Jérôme Chapuis, journaliste politique ici à Europe 1, nous a apporté la réponse à notre sur les fonds question électoraux. Sur les 800 000 euros versés d'avance à chaque candidat. Il faut savoir que ces 800 000 euros seront remboursés à tous s'ils en dépensent autant, sur facture, évidemment, contre facture, quel que soit le résultat. Justificatif, quel que soit le résultat. Au-delà. Ah, c'est au-delà, voilà. Au-delà, il faudra qu'ils aient obtenu plus de 5% des voix. Voilà. Mais donc, 800 000 euros, c'est déjà beaucoup à dépenser, non? Non. Sur facture, hein. Vite, hein. Sur facture. Je trouve un imprimeur pour mes cartes de visite. Hop. Je fais du tour de monde. Oui, et pas franchement. Pardon. Vous faites du mauvais esprit non, toujours. Je fais ça, pendant 5 ans, pour moi, dans 5 ans. Un Beauvais, il va au McDo. Attends, moi, je me demande si je vais pas me présenter dans 5 ans. Serge Liado, bonjour, les chansons qui se ressemblent. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose une triple ressemblance. Il s'agit d'une chanson que vous avez diffusée il n'y a pas très longtemps. C'est Mika. Vous connaissez Mika? Oui. Voilà. Et Mika. Gros succès, grosse vente de disques en ce moment. Voilà, c'est ça. Ça marche très bien et ça s'appelle Relax, Take It Easy. C'est sorti très récemment en février. Beaucoup d'auditeurs m'ont signalé que ça ressemblait énormément à une chanson d'un groupe anglais qui s'appelle Cutting Crew. Et ça, c'est sorti en 1986. Ça s'appelait I Just Died in Your Arms. Je vais vous le dire, moi aussi, justement. Oui, je sais que les titres anglais, vous me les laissez à moi. D'autres auditeurs ont remarqué que ça ressemblait à une chanson de Sheila. Sheila, elle est dans son époque disco, vous savez. Ah, Sheila B. Devotion. Voilà, Sheila B. Devotion. Et la chanson très connue s'appelait Spacer. Et ce que j'aimais chez Sheila, justement, c'est qu'elle parlait l'anglais aussi bien que moi. C'est vrai qu'elle a un léger accent, mais c'est pas inintéressant. Bon, alors je résume. Mika, qu'on entend en ce moment sur toutes les radios avec cette chanson Relax, Take It Easy, eh bien ça ressemblerait à Sheila B. Devotion, ça date des années 70, et Cutting Crew, ça date des années 80. On vérifie. Voilà. Muslim roots.
deux oreilles entraînées, ici dans le studio, confirment que vous avez parfaitement raison, cher Serge Liado. C'est la moindre des choses pour des auditeurs d'avoir de l'oreille. Avant votre chanson flash du jour, j'aimerais demander à Philippe Tesson si lui savait ce que c'était qu'un ouinge. J'ai su, oui. Vous savez que Monsieur Sarkozy s'est fait piéger, est-ce que c'est un grand mot, piéger? En tout cas, s'est fait moquer sur une radio jeune concurrente parce qu'on, il ne savait pas que ouinge en verlan c'était un joint, évidemment. Et ça vous a inspiré une chanson, Serge? Ouais, un petit reggae. Sur une radio Jones, Sarko a fait semblant de découvrir les mécanismes du verlan. Les keufs et les ouinges n'ont plus de secret pour lui. Ziva et les arbis, Sarko la Nicosie. Mais à force de trop jouer avec les mots, il va finir par s'attirer quelques sarcasmes. D'ailleurs, sarcasme qui est un mot rigolo, commence comme Sarkozy et finit comme fantasme. Oui, mais je te ferai dire le mot fantaisie, c'est le contraire. On applaudit Serge Liado. Ok. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Du champagne? Oui. Toutes les occasions sont bonnes de fêter un anniversaire, une fête et Noël. Qu'est-ce qu'on fait avec le champagne? On est là, on fait péter le bouchon, pof, et après, rien. Heureusement est arrivé le parachute à bouchon de champagne. Qu'est-ce que c'est une sorte de, vous voyez la fusée spatiale américaine et les boosters. C'est un booster qu'on colle simplement sur le côté. Je vais secouer un petit peu, je l'ai laissé au frais pour que ça pète bien. Alors le bouchon il va péter. Vas-y, pète le bouchon. Allez, pète le bouchon. Faut peut-être appeler le docteur Hugo Gerstadt. Et le bouchon. Regardez, vous avez vu? Le bouchon atterrit avec un parachute. Voilà, c'est minable. Ah, c'est à la télé qu'il faut que vous nous... Ah, mais non, Oui, on n'a pas j'allais le dire droit. en radio, c'est génial. On n'a pas le droit à la télé. Parce que c'est du champagne sans c'est du alcool, champagne, on n'a pas le droit. À la radio, on s'adresse directement à l'imagination des gens. Les auditeurs d'Europe 1 les savent auditeurs ont parfaitement, loupé imaginent bien. le joli parachute rose qui accompagne le bouchon. Non mais c'est nul. Ça vous plaît? Encore une. Allez, encore une. Ah oui. Ah, ça. On fait répéter le bouchon. Attention, mesdames et messieurs, le bouchon va monter, s'élancer vers le ciel. Il sera perdu. Non, il va être récupéré grâce au... Attention. 1, 2, 3. Alors là, il faut qu'on vous explique. Le parachute est resté collé en haut. Il est accroché au plafond. Le parachute est au plafond. Le parachute est resté collé au plafond. Ça porte bien son nom, quoi, ça tombe plus. On peut pas tout avoir. Mais il n'y a que vous, Bonaldi, à qui ça arrive, ces trucs-là. S'il retombe sur El Kabash à une prochaine émission. Vous imaginez Jean-Pierre Elkabbach en train d'interviewer Édouard Balladur ou je sais pas qui. Putain, ce coup, il y a un parachute avec un bouchon de champagne qui tombe au bout de 8 jours. On va se gêner toujours avec Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Philippe Tesson, Christine O'Krent et mesdames et messieurs, le retour de Jean-Bernard Hémier. C'est quoi cette musique? J'ai décidé d'avoir un indicatif. Voilà, j'ai dit... Mais j'aimerais bien qu'on le remette depuis le début, parce qu'il est tellement bien. Mais c'est ta femme? Formidable. C'est 1930. Je fais un truc de jeune pour vous. Alors là, vous allez tout savoir sur les disques du moment, ma chère Christine, mon cher Philippe. En tout cas, sur les goûts de Jean-Bernard. Attention, tout ça est très subjectif, on est bien d'accord. Il n'y a aucune objectivité dans mes propos, c'est bien connu. Alors je vais vous parler des 3 flops de la semaine, des 3 tops de la semaine, et puis du disque qu'il faut absolument écouter. Et qu'on écoutera. Alors les 3 flops de la semaine, je vous propose de commencer par une femme, pas n'importe laquelle, Jennifer Lopez. C'est l'un des plus beaux popotins du monde. Et ce popotin s'est remis à chanter. Faut dire qu'avec le temps, il est devenu un petit peu plus mécanique. Et faut dire aussi qu'il a beaucoup servi. Alors, le dernier son... D'ailleurs, je crois qu'à Bercy demain soir, voilà. Il y a son ex-fiancé qui est à Bercy demain soir, P. Diddy. Oui, enfin, c'est l'un des... Bon, quand on aime, on compte pas. Alors, le dernier son connu qu'elle est expectorée, ça s'appelle « Que hiciste ».
c'est ce que nous allons entendre. C'est très très espagnolisant. On dirait en fait des Gypsy Kings gays. C'est fait pour les backrooms d'Ibiza. Et en fait, ça devrait être donné dès qu'on achète 2 pizzas. Écoutez, c'est Jennifer Lopez. C'est pas le plus mauvais de la semaine. C'est seulement le numéro 1 qui est ici. Passerait demain en entier. Voilà, très bien. Vous serez punis. Alors, le deuxième, c'est quelque chose que j'ai découvert en regardant les listes des ventes, des meilleures ventes en France. C'est un Français. Il s'appelle Christophe Mahé. Ça s'appelle On s'attache, qui est exactement le contraire de ce qui se passe quand on entend son disque. C'est un petit chef-d'œuvre. C'est une perle. C'est un joyau. C'est une rareté. C'est un texte d'une connerie abyssale. Je veux dire, j'ai rarement entendu quelque chose d'aussi bête. Je vais vous donner un exemple quand même. D'un chef de file, j'en ai pas le profil, mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond entouré de belles blondes. J'envie même pas les hommes qui papillonnent. C'est pas beau ça, hein? Baudelaire à côté est un rigolo. Écoutez. Je suis pas James Bond entouré de belles blondes. J'envie même pas les hommes qui papillonnent. Pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Et ça se vend alors? Bah, il paraît. Enfin, je sais pas, ça se donne peut-être, ou ça se télécharge. Non, et en plus, il faudra que Serge Liado se mette sur le coup parce que c'est la copie conforme d'une autre chanson dont j'ai oublié le titre. Ça donne envie de s'attacher, mais la tête autour d'une corde. Voilà, va de l'attacher lui surtout et de l'étranger pour qu'il arrête de chanter. Alors, troisième, et ça, évidemment, c'est toujours l'un de mes favoris dans les nuls, puisque c'est l'un des favoris des Français. Il s'agit de Yannick Noah. Avec Aux arbres citoyens. Alors, vous savez que Yannick Noah, c'est le directeur de la chorale de l'ABC, c'est-à-dire de l'Association des bonnes consciences. L'association des bonnes consciences, ce sont des milliardaires qui n'ont pas beaucoup de talent, qui demandent aux autres de donner de l'argent pendant que eux prêtent leur talent et qui se dédouanent à très peu de frais. Donc c'est une production d'une extrême platitude qui est dégoulinante de bonnes intentions et qui fait que l'on trouve beaucoup plus de talent à n'importe quel imbécile de la Star Academy. Voilà, c'est Aux arbres citoyens. Ça cartonne ça, Aux arbres. Ah mais ça n'étonne pas du tout. Et à travers l'Europe, hein, c'est manche, si vous voulez, anglaise, c'est dans la tradition de Janis Joplin, de Macy Gray, bon, qui elle était noire bien sûr, de Joss Stone. C'est une petite touche de 60s aussi dans le son, et puis dans les clips, alors c'est une bombe absolument formidable. Et vous savez qu'Europe 1 a été parmi les premiers à passer du Amy Winehouse. Ah, comme quoi il n'y a pas que du mauvais à la programmation à Europe 1. Alors là, c'est pas mal, ça. Ça, alors là, je le passerai en entier. Ça, c'est bien. Ah oui, ça va compenser. Je l'ai déjà fait, oui, mais est-ce que vous croyez que j'écoute, en plus? Bon. Alors ça va beaucoup vous surprendre. C'est Mick est tout seul, mais en 4 mots. Hein. Mick est tout seul, c'est l'ancien chanteur de Mickey 3D, qui est peut-être toujours l'actuel chanteur de Mickey 3D. Ça s'appelle La Clé des Champs avec une faute d'orthographe. Clé, C-L-E, il n'y a pas de F à la fin. Mickey Furlan, comment il s'appelle? Voilà. On peut faire les deux. C'est l'un des plus intéressants des mauvais chanteurs de la nouvelle chanson française, et Dieu sait s'il y en a. C'est l'un des moins mauvais, il faut le reconnaître. Il y a un énorme progrès. Déjà, ce qu'il avait fait avec Jane Birkin était tout à fait audible, puisqu'il avait réussi à rendre Jane Birkin audible, ce qui était déjà un genre de miracle. On dirait une chanson des années 80, un petit peu dans le son. Comme disent les vieux cons, c'est entraînant. On pourrait sortir un instant et regarder passer les gens, mais on se laisse enfermer. On oublie toujours de rêver. Pourtant
C'est pas mal, ça a l'air pas mal. Ça en passera aussi, ça. Voilà. Alors il y a qu'un titre, je conseil. ne sais pas. Peut-être que nous le détruirons absolument, nous le laminerons quand on entendra l'album. Mais en tout cas, ce titre-là, plutôt bien. Il paraît qu'on l'a déjà passé aussi, d'ailleurs, vous voyez. Alors, J'en vois passer des choses. Qu'est-ce que vous êtes en avance? Le Même sans le dernier, savoir. moi, c'est mon album favori. Ça fait au moins 6 mois que le disque est sorti aux États-Unis. Moi, j'avais été attiré par son nom, parce que quelqu'un qui s'appelle Lupe Fiasco ne peut pas être entièrement mauvais. En plus, il est produit par Jay-Z. Mais Lupe, c'est L-U-P-E, évidemment. L-U-P-E comme le loup en espagnol et Fiasco comme Fiasco. nos vies en général. L'album s'appelle Food and Liquor. Et alors, petite question, est-ce que vous vous souvenez de qui a créé Daydream et en quelle année? Daydream. Mamas on the Papas. Non. Non, Procolarum. Non. Vous ne reviendrez pas en deuxième semaine. Annie Cordy. Allez, c'est les Wallace Collection. Ah oui, bien sûr. En 1969. Et là, c'est du rap basé sur Daydream de Lupe Fiasco. génial. I fell asleep beneath the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. As a smile from behind my giant robot's eyes, I keep him happy cause I might fall out if he cries. Scared of heights so I might pass out if he flies. Keep him on autopilot cause I can't drive. Room enough for Je suis pas forcément d'accord avec ce que vous n'aimez pas, mais en revanche, je suis d'accord avec ce que vous aimez. Et c'est déjà pas mal, on a C'est- fait la moitié du chemin. dis Non, donc. parce que c'est vrai que c'est pas déjà mal bien. tout ça, quand même. Et tout l'album de Lupe Fiasco est un chef-d'œuvre. C'est Wallace absolu. Collection, moi je croyais que c'était la pub pour le lait, moi. Là. Oui, c'est une différence de culture, mon gars. Et d'âge, donc. Alors, on va finir avec un disque. Un disque. Tout l'album est absolument formidable. Est-ce que vous savez qui est Alione Damala Buga Taimpuru Naka Lululu Badara Akon Tian? C'est le vrai nom de Maman. Non. C'est un Sénégalais et c'est Akon. Non, ce qui veut, non, c'est pas le nom d'une chanteuse française. C'est Akon. A-K-O-N. C'est prodigieux. Je vous propose un extrait, mais là, enfin, c'est pas un extrait, faudrait l'écouter en Bon, on entier, va tellement l'écouter en c'est bien. entier, quasiment. Voilà. Il y a deux versions. Il y a une version sale, la dirty version, c'est-à-dire un petit peu cochonne, qui est faite avec Snoop Doggy Dogg, et qui est I Wanna Fuck You. Ouais, Et puis, il y a une fuck. version romantique, I Wanna Love You, Ah, ce qui est c'est à peu mieux. près la même chose, mais dit plus élégamment. On va se gêner les 5 dernières minutes avec Tesson, Ockrent, Ebé, Bolaldi, Mustapha, Michalak et notre rendez-vous avec Paul Vermus au téléphone. Bonjour Paul. Salut Laurent. Alors j'aimerais avant toute chose Ouais. que vous m'en disiez un peu plus parce que dans France Soir aujourd'hui, dans votre excellente rubrique, vos excellentes pages, votre double page immortalisée chaque jour dans ce journal qu'on vénère, Au fait, vous écrivez, mon cher Paul Vermus, parmi les nouveaux soutiens à François Bayrou, Éric-Emmanuel Schmitt, Jean-Christophe Ruffin, Marc Duguin, donc des auteurs, des écrivains, et vous ajoutez, et un très célèbre animateur qui souhaite encore garder l'anonymat. Bah, moi, je suis très embarrassé. Alors pourquoi, ou vous nous le dites, ou vous nous le dites pas, mais pourquoi ajouter dans la liste, et un très célèbre animateur qui souhaite garder l'anonymat? Écoutez, des animateurs, des très grands. Hein, alors, moi, je vais vous aider si vous voulez un petit peu. C'est un certain Laurent R. Non, c'est pas Laurent Gérard. Ah bon. C'est pas Nicolas Canteloup. C'est pas Dahan. Voilà. C'est le quatrième, à vous de trouver. Ah, c'est un imitateur. Oui. Ah bah vous avez écrit animateur. Mais non, mais il l'a dit, c'est Sébastien. de frappe. C'est Sébastien. Patrick Sébastien. Non. Yves Lecoq. C'est le Ah, coq. qu'est-ce que j'ai entendu là? Yves Lecoq. Ça me semble être cela. Mais t'es pas sûr. Non, écoutez, j'ai voulu préserver une certaine discrétion, une fois encore. Comme d'habitude, c'est raté. Et puis alors vous êtes gentil ou vous passez une photo de Michalak dans François? Oui, en fait, j'aurais voulu passer une photo de Zuméo et ils se sont trompés à la rédaction. Ils ont mis la photo de Michalak, qui est encore plus laid que nature. Ça a l'air de t'arracher la gueule de mettre une photo de moi, c'est dingue. Ouais. Et c'est pour signaler qu'alors, avec son copain Zuméo, ils font un programme court sur M6. C'est la vraie vie des héros. Oui, en fait, l'idée, elle est pas mal. Bon, ça valait pas plus de 15 Là, je vous applaudis parce que moi, je le savais même pas. Bon, il y a des tas de choses que vous savez pas et que je sais. Il faudra que j'en parle en tête à tête, tiens. Si vous saviez tout ça. Ouais. Il y a du rififi à la Fédération française de Ouais. tennis et ça nous intéresse. Que se passe-t-il? Alors, il faut savoir que Bim, c'est président depuis 1993. Il faut savoir que son 4e mandat,
En 2005, il a été élu comme le président Chirac, même mieux d'ailleurs, il a été élu avec 83,80% des voix. Christian Bim. Ouais, alors Christian Bim, c'est le grand patron du tennis. Bon, alors c'est vrai que ça fait déjà des jaloux d'être élu avec un tel score. Et il vient d'être mis en examen, c'était le 15 février, pour abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Alors vous allez me demander pourquoi est-il mis en examen pour abus de confiance et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi est-il mis en examen pour abus de confiance? On lui reproche des voyages de son épouse, de ses enfants à Saint-Tropez où il a une maison. Tout ça payé sur le dos de la Fédé. On lui reproche des factures d'hôtel où logeaient les copains, ses proches. On lui reproche des indemnités de logement injustifiées. Alors, autre fait troublant, il y a la présomption d'innocence, hein, il ne s'agit pas d'accuser. Hein. Autre fait troublant. mais non, je vous dis les choses telles qu'elles sont. La justice... mais tout ça, on le savait pour l'instant. Oui, non, on le savait. Attendez, autre fait troublant pour la justice, il y a 2 sociétés qui auraient décroché des contrats et pour des tournois, et ces 2 sociétés employaient son épouse, Caroline. Un peu comme au Conseil régional d'Île-de-France. Ouais, ce sont des histoires, voilà, maintenant faut enquêter, hein, il s'agit pas d'accuser comme ça, sauvagement. Bon, c'est vrai que quand il a rencontré son épouse, Christian Bim, c'était en 96, sa fiancée était hôtesse, et puis elle a été promue rapidement cadre, et forcément, encore une fois, ça fait des jaloux. Dites, Paul Vermus, vous pensez que vous allez être réinvité à Roland-Garros au mois de mai prochain? Moi, je prends la défense du président, hein, parce que j'ai une chose à vous dire. Je prends la défense du président, mais alors vraiment, tout ça, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une forme de coup d'État à l'intérieur. Hein. C'est des règlements de compte, c'est OK Choral. Parlez-moi plutôt du casting du 60e Festival de Cannes. Ah ouais, c'est le 60e anniversaire, 16 au 27 mai. Hein. Bon, le président, c'est Stephen Frears, ça a été annoncé. Hein. Et si, il y a une très jolie maîtresse de cérémonie, c'est Diane Kruger. Ah, très jolie. Elle est belle comme un cœur, hein, celle-là. Pour l'ouverture, il y a le nouveau Wong Kar-wai, vous savez, qui présidait l'année dernière. Hein. C'est un grand réalisateur chinois, mais c'est son premier film en anglais. C'est marrant, c'est pas commencé le Festival de Cannes que ça m'ennuie déjà. Bon, écoutez, attendez, je peux vous dire par exemple que la chanteuse Norah Jones, que Jude Law, que Nathalie Portman, que Tim Roth vont monter les marches. Ça, c'est plus Jude Law, à quelle heure? Ah ben écoutez, à quelle heure? Votre heure sera la mienne, hein. Dites, en fait, vous n'avez pas grand-chose à nous dire aujourd'hui. Il lit les journaux, les journaux de la semaine dernière. Il lit le journal. Je vous dis qu'il y a un imitateur qui va faire campagne pour un homme politique. Ouais, vous voulez pas nous dire son nom? Je vous parle du bordel qu'il y a à la Fédération française de tennis et vous voulez que j'accuse. Je suis pas un procureur, je suis un observateur des choses de la vie. Et voilà. Quant au Festival de Cannes, j'avais fait une très longue enquête. Et vous l'amputez à la moitié. Oui, alors écoutez, je laisse le reste à François, d'accord? Ils ont de la place, ils ont fait une page blanche à Dominique. Tiens, voilà ce que vous devriez nous raconter. Ah ouais. Ce qui s'est passé avec Dominique Voynet. Ça fait 3 semaines que Dominique essayait d'appeler Dominique au service politique. Depuis 3 semaines, on appelait Dominique Voynet. Enfin, comme on appelle tous les candidats à la présidentielle. Et tous les candidats à la présidentielle ont répondu présent pour répondre aux questions des journalistes de la rédaction au grand complet. Et au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout le monde répond, Voynet ne répond pas. Alors, on s'est pas trompé d'adresse, on a bien téléphoné au bon numéro chez les Verts, et je trouve que la moindre des choses, on peut dire non, on a le droit de dire non, mais au moins on donne sa réponse, quoi. On peut pas faire attendre. Et donc François hier a décidé de se venger en publiant une page blanche avec juste écrit au milieu de la page, voilà ce que Dominique Voynet adresse à ses électeurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis moi je trouve que c'est de juste guerre. Quand on fait ce métier, il faut être aussi convenable. On peut pas comme ça marcher sur les pieds des journalistes. Christine Ockrent vous le dira. Elle est là, elle va vous le dire. Elle va confirmer mes propos. Ah bon? Oui. Merci Polo pour aujourd'hui, c'est fini. Ouais, salut, hein. Je crois qu'il est fâché, ça y est. Ah, il est fâché. Au moins, ça nous fera un sujet pour la prochaine fois. Merci Paul, ciao, bye bye.